Benoît Hamon est le grand témoin de 64 minutes. Bonsoir, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous avez été ministre dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault avant de quitter le gouvernement. Vous êtes candidat aujourd'hui à la primaire de la gauche française en vue de la présidentielle qui se tiendra en mai prochain, en 2017. Commençons par ce qu'on vient d'évoquer, si vous le voulez bien, Benoît Hamon, le CETA, traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Il y a quelques jours, François Hollande, le président français, avait reçu Paul Magnette, le ministre-président de la Wallonie. Visiblement, il n'a pas réussi à le convaincre. La gauche, aujourd'hui, elle est en Wallonie ? Oui, c'est d'ailleurs dommage qu'elle soit finalement si isolée. C'est une des grandes défaillances de la gauche européenne que n'avoir jamais su présenter un front commun, n'être pas parvenu à politiser le débat européen. On l'aurait davantage politisé entre la droite et la gauche. Je pense qu'il y aurait moins de désenchantement des citoyens à l'égard de la construction européenne. Et je pense, oui, que M. Magnette réussira bien davantage que François Hollande, en début du fait qu'il n'est que le ministre-président d'une région de la Belgique face au président de la République française. Mais c'est quoi être de gauche face au CETA ? C'est aujourd'hui s'inquiéter qu'il y ait un tribunal privé qui puisse décider de facto qu'une multinationale se retourne contre un État souverain. C'est s'inquiéter d'un certain nombre de zones d'ombre sur le plan écologique, le fait que demain on puisse importer les sables bitumineux qui viennent d'Alberta. C'est s'inquiéter du précédent que le CETA crée pour ouvrir des négociations sur le TAFTA. Bref, c'est poser la question de savoir si la libéralisation des échanges, une nouvelle étape, nous amènera de la croissance, ce qu'on prétend, et pas davantage plutôt de la remise en cause d'un certain nombre de préférences collectives sur le plan sanitaire, environnemental, social. Moi, si on regarde jusqu'ici le bilan que l'on peut faire de la libéralisation du marché européen, on peut s'inquiéter du fait qu'on n'ait pas fait beaucoup plus de croissance, que le chômage ait augmenté, pire, que les taux de pauvreté aient augmenté en Europe. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que les Wallons ont raison d'être extrêmement exigeants. Mais Benoît Hamon, tout de même, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne s'en est pas privé. Il l'a dit à Manuel Valls, le Premier ministre français, tout récemment, lors de la visite de Manuel Valls à Ottawa. Comment, après 7 ans de négociations, on peut en arriver là ? Est-ce qu'il n'y a pas un malaise au sein de l'Union européenne, au-delà du clivage, du débat qui n'a pas eu lieu, selon vous, gauche-droite ? Ça s'appelle la démocratie. Ça nous engage, un accord avec le Canada. Et ça nous engage comme citoyens, comme consommateurs, comme travailleurs. Ça nous engage. Et il est assez heureux que des pays aient une haute exigence démocratique au point de consulter directement leur Parlement pour décider si oui ou non la démocratie, c'est la majorité qui l'emporte. Ça fait 27 États qui sont prêts à le signer. Avons-nous été consultés, nous Français ? Non. Pas plus que les Polonais ni les Lituaniens. Aucun d'entre nous n'a eu son avis à dire. Le Parlement a-t-il été consulté aujourd'hui ? Reconnaissons qu'on se lance dans l'approbation d'un traité. Je regrette que la France n'ait pas là encore joué un rôle plus important pour être à la pointe de la protection de ce que sont les intérêts communs des Européens. Un modèle social, une haute exigence environnementale. Voilà, on continue dans cette voie de la libéralisation comme dans une forme de fuite en avant. Et je ne crois pas une seule seconde qu'après le précédent du CETA, il n'y ait pas un TAFTA, c'est-à-dire un traité de libre-échange avec les États-Unis. L'Europe n'a qu'un concept à la bouche, qu'une politique à la bouche, le libre-échange. Et le libre-échange, je regrette que le tampon, ou en tout cas de la France, y ait été posé en quelque sorte, ou la signature au bas de ce traité, parce que ça reste, à bien des égards, davantage une source d'inquiétude qu'une espérance de progrès. Benoît Hamon, vous avez été ministre, je le disais, notamment en charge de l'économie sociale et solidaire. C'est une voie que vous voulez continuer aujourd'hui à porter dans la primaire de la gauche française. En quoi est-ce, selon vous, une alternative crédible et efficace ? C'est un modèle entrepreneurial. Moi, je me réjouis depuis que la loi sur l'économie sociale et solidaire a été adoptée, qu'on puisse créer une entreprise sociale en France. On peut décider de monter un projet d'entreprise dans tous les domaines et décider de lui donner une utilité sociale, qu'elle serve l'intérêt général. Bref, ne pas se contenter de faire une entreprise pour dégager un bénéfice et des profits. On a donc cette opportunité qui est offerte aux entrepreneurs français et qui s'en saisit des milliers de jeunes entrepreneurs. Ça montre aujourd'hui que beaucoup de ceux qui créent une activité veulent donner du sens à la création de cette activité, que cette activité profite à la collectivité. Eh bien, moi, je pense que
dans une société dans laquelle on constate que les prélèvements qui sont faits sur notre environnement, le coût écologique et environnemental de la création de produits de richesse ou de la production industrielle, ce coût est si important, je me réjouis aujourd'hui qu'il y ait des entrepreneurs, des sociétés, des collectivités qui veulent essayer de faire coïncider économie, entrepreneuriat et intérêt général. C'est ça l'économie sociale et solidaire. On ne pourra pas faire comme si... différencie de l'ubérisation qui est plutôt la tendance en ce moment. Oui, c'est une tendance. C'est une tendance dès lors qu'elle finalement exploite toutes les possibilités données par le droit du travail pour précariser le travail, essayer d'utiliser le service d'une personne et sans avoir d'obligation à son endroit. L'ubérisation, c'est une réalité. Ce qui est certain, c'est que notre rapport au travail va changer. Il n'y aura plus les mêmes carrières qu'il y avait auparavant. Elles ne seront plus linéaires. On passera d'un contrat de travail salarié à un statut de travailleur indépendant, on redeviendra auto-entrepreneur, on se formera, on aura peut-être une année sabbatique pour créer un projet d'activité. Cette vie-là sera celle de la plupart des jeunes actifs, dans un contexte où, de surcroît, la numérisation, la révolution numérique va raréfier le travail. Je regardais des chiffres impressionnants qui montrent qu'en quelques années, en l'espace de 20 ans, aux États-Unis, on a produit 1,5 fois plus d'acier avec 4 fois moins de salariés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Les besoins de l'humanité sont satisfaits avec de moins en moins de travail humain nécessaire parce que le travail des hommes est remplacé par le travail des machines. La question c'est, quelle protection sociale demain ? Comment faire en sorte que ceux et celles qui vont donc changer de métier, seront peut-être plus précaires parfois, soient sécurisés ? C'est la proposition que je fais d'un revenu universel d'existence qui nous permette de retrouver de l'autonomie, de la liberté par rapport au travail. Qu'est-ce qui nous sépare ? Voilà ce qu'a déclaré Manuel Valls, le Premier ministre français, lors d'un discours ce week-end près de Tours, en France. Qu'est-ce qui nous sépare ? Et il s'adressait notamment à vous. Alors dites-nous ce soir, qu'est-ce qui vous sépare du Premier ministre français actuel ? Moi, j'aimerais renverser la question et dire qu'est-ce qui aurait dû nous rassembler ? Ce qui aurait dû nous rassembler, c'est par exemple l'opposition au CETA. Ce qui devrait nous rassembler, c'est la construction d'un arc européen de gauche qui, de Podemos à Syriza, en passant par le PSOE, le SPD, voire Die Linke, nous permettent aujourd'hui de faire face à ce qu'est l'effondrement du projet européen. Ce qui devrait nous rassembler, c'est une politique à la fois raisonnable, mais aussi généreuse d'accueil des réfugiés et des migrants, anticipant le fait qu'il va y avoir de la détresse économique, de la détresse climatique qui va amener des centaines de milliers de personnes à vouloir quitter leur pays pour rejoindre l'Europe ou le monde occidental, anticipant sur les conflits qui vont nous amener à devoir accueillir des centaines de milliers de réfugiés. Sur ces grands moments des 5 dernières années, nous aurions dû être rassemblés. Nous ne l'avons pas été. Ce qui aurait dû nous rassembler, c'est aussi une conception du progrès social qui ne considère pas aujourd'hui qu'il faut laisser les entreprises baisser le tarif des heures supplémentaires ou licencier plus facilement leurs salariés. Voilà ce qui aurait dû nous rassembler. Je regrette que dans ces moments-là, Manuel Valls, sur le fond, par les actes qu'il a posés, bien loin des discours d'aujourd'hui, ait posé des actes qui séparent. Il a organisé une forme de divorce ou de distance à gauche, dont il se rend compte peut-être aujourd'hui des dégâts, mais il me semble à la fois le plus mal placé et un peu tard pour dresser ces constats. Il avait un ton très calme ce week-end, Manuel Valls. Certains évoquent depuis ce discours son nom comme une alternative possible au cas où François Hollande décidait de ne pas se représenter. Est-ce que selon vous, Manuel Valls peut faire gagner la gauche en 2017, au-delà de vos désaccords ? Non. Non, je pense qu'il ne peut pas rassembler la gauche. Il a de la déchéance de nationalité à la loi travail, en passant par le discours de Munich, en passant par une conception de la question identitaire qui primait sur la question sociale. Des mots comme « expliquer, c'est excuser ». Il a organisé une telle transhumance politique de la gauche vers la droite pour finalement ancrer sa politique dans des axiomes, des valeurs qui ne sont pas les nôtres, qu'aujourd'hui... c'est pas que je ne respecte pas ce qu'il dit, c'est sa pensée, elle est respectable, nous sommes en démocratie. Mais au regard de ce qu'il dit et de ce qu'il a fait, il ne pourra pas rassembler la gauche. Donc il ne pourra pas la faire gagner. On a vraiment du mal à voir l'avenir du Parti socialiste quand on vous entend. Prenons l'Espagne, vous y faisiez, je crois, allusion tout à l'heure. Après 10 mois de paralysie, le PSOE, qui est votre parti frère, entre guillemets, politiquement, a finalement décidé de laisser gouverner Mariano Rajoy. C'est un aveu terrible d'impuissance. Est-ce que c'est pas ce qui guette au fond le Parti socialiste français ? Si, exactement. C'est ce qu'il guette s'il ne se tourne pas vers sa famille naturelle et historique qui est la gauche. S'il préfère
comme Emmanuel Macron, faire des œillades aux électeurs d'Alain Juppé. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? S'il Alors, préfère, comme Manuel Valls, aller sur le terrain de la droite pour parler identité, sécurité ou travail. Dans ces cas-là, quand vous préférez ceux qui sont censés être vos adversaires politiques et vis-à-vis desquels vous surjouez le clivage tous les jours à l'Assemblée nationale, dans toutes les chaînes de télévision, quand vous préférez cela plutôt que votre famille naturelle, quand vous posez comme constat que les gauches sont irréconciliables, qui est le constat posé et théorisé par le Premier ministre, eh bien, il nous arrivera ce qui est arrivé au PASOK de M. Papandréou, ce qui arrive aujourd'hui au PSOE espagnol ou auparavant aux socialistes italiens. Nous disparaîtrons parce que nous aurons abandonné notre famille naturelle. Mais rassurons-nous, la gauche se reconstituera et elle se reconstituera avec toutes celles et ceux qui restent fidèles, pas simplement à des valeurs, encore qu'elles sont importantes. Moi, je suis un militant de la gauche des libertés, de la gauche européenne, mais pas au prix d'une conversion aux axiomes de l'adversaire. Vous parlez justement des valeurs. Le gouvernement français vous paraît-il aujourd'hui assez humain avec les migrants de Calais, avec le démantèlement qui a débuté ce matin? Il me semble que oui, dès lors que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'est attaché à associer les associations à l'organisation de cette répartition des migrants sur tout le territoire français. Il n'en demeure pas moins qu'il me semble qu'il faut poser trois axes. Le premier, c'est remettre en cause les accords de Dublin. C'est une hérésie que de laisser la géographie faire de la politique, c'est-à-dire que ce sont les pays frontaliers qui sont en responsabilité de l'accueil des migrants. Et on voit l'Italie comme la Grèce ne peuvent plus, à raison du manque de solidarité. Ce sont les pays dans lesquels arrivent les migrants en premier qui doivent gérer et prendre la demande d'asile notamment. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut créer un visa humanitaire. On est parmi les plus mauvais élèves du droit d'asile puisque nous n'accueillons donnons le statut de réfugié qu'à 25% des demandeurs d'asile et qu'il faut créer un visa humanitaire pour tenir compte de cette situation exceptionnelle où des hommes et des femmes prennent des risques, viennent chez nous et poser la question de la prise en compte de cette détresse économique et climatique quand elle conduit à des flux migratoires importants. Et dernière chose, même si ça ne fera pas plaisir, je crois qu'il faut, si on veut intégrer ces personnes et qu'elles puissent contribuer à la richesse de notre pays, ce qui est le cas en Suède par exemple, il faut leur permettre, sous certaines conditions, de travailler. Benoît Hamon, une dernière question en quelques mots. Vous le connaissez bien, le député socialiste Pouria Amirchahi, qui a décidé de se retirer de la vie politique, nous a dit récemment sur ce plateau, je le cite, à propos de tous ces candidats dont vous faites partie, qui se présentent à la primaire à gauche, d'autres à droite, d'autres comme Emmanuel Macron en dehors même de toute primaire. Il a dit ceci, il a dit « Je suis dépité par le concours imbécile de tous ces égaux qui croient porter le fardeau de la nation ». Comment vous réagissez à ce que dit Pouria Amirchahi? Je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit. La difficulté, et Pouria le sait très bien, c'est que nous sommes en 5e République. On peut vouloir ou récuser le système de la 5e, et je le récuse avec autant de force que lui. Je ne crois pas davantage que lui à l'homme providentiel ou à la femme providentielle. Or, aucun d'entre nous ne s'incarne le génie de toute la nation, comme concentré dans une sorte d'ADN parfait. Donc ça n'existe pas. Pour autant, pour changer les règles du jeu, il faut pouvoir s'appuyer sur un puissant mouvement social, puissant mouvement démocratique, mais aussi essayer de faire bouger les lignes. Or, l'élection présidentielle reste un moment privilégié, qu'on le veuille ou non. Après, quand on regarde les campagnes, on voit qu'il y a ceux qui parient sur cette forme d'alchimie miraculeuse de l'homme providentiel et ceux qui s'inscrivent dans une forme d'intelligence collective dont je fais partie. Donc tout le monde ne porte ni le même projet, ni la même manière de faire de la politique. Merci Benoît Hamon d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat à la primaire de la gauche en France en vue de la présidentielle de 2017. Merci à vous. Merci à vous.